Vous m'entendez? D'accord. Donc, c'était un très grand plaisir pour moi de me retrouver en conversation avec le professeur Patrick Boucheron, que je vais vous présenter à tout le monde. Professeur Boucheron est historien, professeur au Collège de France à la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, du XIIe au XVIe siècle. Actuellement, comme on vient d'apprendre, en résidence à l'Université Albertine, il est de retour à Chicago pour un projet de recherche intitulé Peste aux États-Unis. La leçon inaugurale de professeur Boucheron au Collège de France en 2015 s'intitula « Ce que peut l'histoire ». Et ce titre nous en dit loin sur la manière dont le professeur Boucheron a transformé notre manière de penser l'histoire, ses rapports au présent et ses effets. Car l'histoire ne reste pas cloisonnée dans le passé, ni dans les salles et les amphis du Collège de France. Dans ses ouvrages, comme dans ses activités, professeur Boucheron relie histoire savante et histoire publique, mettant en valeur le service public de l'histoire. Depuis longtemps, il mène une réflexion sur l'histoire des pouvoirs depuis le Moyen-Âge, de ce qu'ils ont de matériel, par exemple les techniques de construction, à leur enracinement dans l'imaginaire. Toujours en parallèle, il a pensé le travail d'historien, son écriture, son épistémologie, proposant une histoire inquiète, telle qu'il nous l'a fait voir dans le volume édité Histoire mondiale de la France de 2017. Outre ses nombreuses interventions à la radio, à la télévision et aux pages éditoriales des journaux, qui lui permettent de franchir la distance entre ses travaux scientifiques et les intérêts et les soucis du grand public, Patrick Boucheron cherche et cultive d'autres lieux de rencontre entre le monde académique et le public, entre le passé et le présent. Président du comité scientifique chargé de la refonte de la galerie permanente du Musée national d'histoire de l'immigration, professeur Boucheron participe également aux activités théâtrales à Paris, à Avignon, à Nantes et à Rennes. Grâce à l'Alliance française de Chicago et le Cercle Marianne Ouest, nous voici ensemble dans un autre tel lieu de rencontre. Donc, nous constatons donc qu'un des aspects les plus notables de vos recherches est la manière dont vous faites parler le passé au présent. Que veut-il dire au juste réfléchir depuis le Moyen-Âge, comme vous dites? Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je tente de faire, travailler évidemment sur le Moyen-Âge, avec lui sans doute, comme vous le faites si bien, Daisy, et je suis très heureux de reprendre l'angle avec vous, de reprendre cette conversation. Comme vous l'avez dit, elle avait commencé avant le Covid, en 2019, elle se poursuit, je ne sais pas si c'est après, mais enfin, en tout cas maintenant. Et justement, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous nos partenaires, l'Alliance française, l'Institut français, la Villa Albertine, l'Université de Chicago. Dan a très bien dit combien était exemplaire, je crois, ce partenariat, cette convention en fait, entre l'Université de Chicago et le Collège de France. Au Collège de France, je tente d'être médiéviste, je tente de l'être comme vous l'êtes, Daisy, c'est-à-dire sérieusement, c'est-à-dire de manière intraitable, c'est-à-dire au fond de ramener le Moyen-Âge à son étrangeté. Et parfois, je dis, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'un des rôles de l'historien, c'est paradoxalement de nous séparer du passé, c'est-à-dire de le considérer comme une chose passée que l'on n'a pas à, j'allais dire, contaminer. Vous voyez que l'affaire de la peste arrive très vite dans mon propos, et qu'on n'a pas, disons simplement, à éclabousser de nos affects, de nos passions contemporaines. Et pourtant, on n'écrit pas non plus dans une tour d'ivoire, et même si on tente de protéger son objet de recherche, eh bien, il peut être rattrapé par les hantises du présent. Ça m'est arrivé plein de fois. Au Collège de France dont on parlait, donc je suis amené à y professer, à enseigner la recherche que je suis en train de faire. La première année avait été consacrée à raconter l'histoire d'Ambroise de Milan et de ses vies successives. Je me permets d'en parler parce que le livre dont est issu cet enseignement a été donc traduit chez The Other Press, qui est
mon éditeur ici aux États-Unis. Et la deuxième année, j'avais essayé de réfléchir aux fictions politiques. La notion de fiction politique, j'en avais aussi parlé à l'université de Chicago à ce moment-là. Cette manière, au fond, que, alors c'est très médiéval, Daisy, et je sais que vous l'avez étudié dans la littérature du XIVe siècle, le roman de Fauvel, etc. C'est-à-dire, c'est pas simplement du roman fiction, c'est pas simplement de la fiction anticipatrice, mais c'est le fait que parfois la fiction, eh bien, produit des expériences de pensée qui nous donnent à voir ce que sera la politique à venir. Bon. Tout le monde comprend ce que je veux dire quand on a vu les séries, notamment, pas seulement The Wings, mais 24, par exemple, ou Borgen, toutes ces grandes séries politiques. D'une certaine manière, elles ont façonné celles et ceux qui la regardaient à ce qui allait venir. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais en tête ce que je devais faire sur la novellistica italienne. C'était en 2017 et je faisais cours en même temps que Donald Trump devenait président des États-Unis avec la cérémonie d'investiture dont vous vous souvenez. Et que faire? Parce que d'une certaine manière, l'actualité était désolante, mais elle me servait sur le plan intellectuel. Est-ce qu'il fallait détourner le regard? Est-ce qu'il fallait se laisser confondre le passé et le présent? J'ai tenté autre chose. Je suis en train de travailler à la version anglaise de ce cours sur les fictions politiques, c'est pour ça que je l'ai en tête. Et donc de dire, mais depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire depuis, disons, une théologie politique qui est habitué à distinguer les deux corps du roi, etc. Qu'est-ce qu'on peut effectivement comprendre de ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, telle est ma position quand je dis depuis le Moyen-Âge. Merci. Et donc, vous menez depuis un certain moment les recherches sur la peste au Moyen-Âge, justement. Et vous m'avez dit que c'était une expérience de trouver vos recherches rattrapées, en fait, par l'actualité. Quelle a été l'expérience de faire cours dans un amphithéâtre vide et de quelle façon est-ce que cette expérience a transformé le projet en cours? On nous demande parfois si nous, les historiens, on peut aider nos contemporains, et en particulier dans des moments dramatiques, et le Covid en était un, assurément. Et vous voyez avec quelle rapidité, en somme, les journalistes, mais pas seulement, se penchent, ou en tout cas somment les historiens de répondre. Alors, c'était comment la grippe espagnole, la peste noire, avec l'idée vaguement de toute façon, puisqu'on parlait d'une épidémie, que l'épidémie, c'est toujours, quelle qu'elle soit, le retour, sinon d'une maladie ancienne, même si celle-là était inédite, du moins de formes très archaïques de gouvernement. Et voilà, un des journalistes scientifiques du New York Times, qui est dans son blog très écouté, parce qu'en fait, il est justement comme un lanceur d'alerte. Dès février 2020, il écrivait, avec le Covid, il va falloir go médiéval. Il va falloir y aller à la médiévale. Et il voulait dire sans doute brutalement, il voulait dire sans doute à la chinoise, ce qui est quand même assez intéressant, comme le rapport effectivement entre le Moyen-Âge et, disons, une sorte de fantasme du pouvoir autoritaire. Mais donc, voilà, je ne sais pas si un historien ou une historienne des périodes anciennes peut aider à comprendre ou même supporter le présent. Mais je sais en revanche que vivre au présent, vivre de manière contemporaine, ça effectivement, je suis heureux d'être là et de multiplier les expériences et d'aller au théâtre, etc. C'est que pour être médiéviste, j'ai aussi besoin de comprendre ce qu'il y a autour. Et là, effectivement, comme vous le dites, l'objet du passé s'en trouve transformé. Alors oui, c'est vrai, j'avais eu l'idée de travailler sur la peste noire depuis très longtemps.
et évidemment pour d'autres raisons que l'histoire épidémique, parce que moi, comme vous l'avez dit, je suis un historien des pouvoirs. Donc j'avais voilà, un projet de recherche, je peux en parler si vous voulez, mais pour l'instant, laissons là, un projet de recherche qui, là encore, a été rattrapé par l'actualité. Et donc, voilà, je me retrouvais devant un amphithéâtre vide, et comme vous le dites, filmé, mais vide. Et j'allais dire quoi? J'allais dire au Covid, j'ai eu l'idée en premier, donc je ne vais pas parler de toi, je vais parler que de ce qui m'intéresse, la peste. Non, il fallait là encore que je trouve une bonne distance. Mais cette bonne distance, ce n'est pas simplement la confusion des deux. Et c'est là où j'ai commencé à élaborer à la fois le projet intellectuel, dont on peut dire un mot sur la peste, et le projet, j'allais dire, artistique qui m'accompagne, enfin que la Villa Albertine accompagne et pour lequel je suis ici. Je voudrais bien vous entendre un peu sur votre projet en fait médiéval, sur les conclusions préliminaires, si vous en avez, quels étaient les effets, par exemple, de la peste au Moyen-Âge. Oui, je suis parti de là. En tant qu'historien des pouvoirs, je me suis posé une question toute simple. Pourquoi un événement aussi catastrophique, sans doute la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, je parle du moment paroxystique de la peste noire, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la seconde pandémie de peste. Il y en a eu une première au haut Moyen-Âge, on appelle la peste de Justinien. Il y en a eu une deuxième, disons de 1347, peut-être un peu avant, en Asie centrale, on est en train de le voir, à, disons, 1720 pour l'Europe, la dernière grande peste, celle de Marseille. Il y a une troisième pandémie qui commence en 1860 en Asie et pour laquelle, effectivement, des pasteuriens, donc des médecins de l'Institut Pasteur, sont envoyés au front en Chine, dont Alexandre Yersin, qui découvre le bacille de la peste à Hong Kong en 1894. Et cette maladie, elle existe toujours, elle est endémique, il n'y a pas de vaccin, c'est un enjeu de bioterrorisme très fort parce que ça reste quand même l'agent pathogène le plus meurtrier pour l'homme et c'est incurable, c'est 100% de mortalité dans sa forme pulmonaire sans antibiotiques. C'est quand même un enjeu sérieux de politique publique pour l'OMS. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a tant de recherches, et en particulier de recherches en microbiologie, etc. Donc moi, médiéviste, je profite d'une certaine manière. Hein. Mais donc il y a eu 3 pandémies de peste, mais c'est grâce à la troisième, si je puis dire, qu'on connaît les 2 précédentes du point de vue scientifique. Bon, je parle donc du moment paroxystique de cette deuxième pandémie, disons, pour aller vite, 1347, 1352. Très difficile de faire de la démographie rétrospective, mais disons que la mortalité, l'évaluation de la mortalité ne cesse d'être réévaluée par l'historiographie, et on estime qu'il y a sans doute plus de la moitié de la population européenne qui meurt, ce qui est inconcevable en 5 ans. Inconcevable. Or, ni dans... Alors, bien sûr, c'est dans nos livres d'histoire, comme un événement, plutôt comme une conjoncture. C'est au temps de la peste noire. Mais, d'une certaine manière, aucun de nos livres ne distingue avant, après, comme si tout avait changé. Vous vous souvenez du Covid? On pensait qu'il y avait un monde d'avant et qu'il y aurait un monde d'après. Ben, en réalité, rien n'a changé. En réalité, la société s'est reconstituée, c'est d'ailleurs peut-être la définition même d'une société. Et lorsqu'elle est ébranlée, eh bien, se réorganise. Et puis, dans la seconde moitié du XIVe siècle, arrêtez-moi si je dis des bêtises, Daisy, bien sûr que, d'une certaine manière, beaucoup de choses ont changé, mais on a peu de changements, y compris d'ailleurs là où on les attendrait le plus, dans la littérature, dans l'iconographie. L'iconographie ne documente pas la peste noire.
elle ne documente pas la peste noire, puisque ce à quoi on l'associe le plus souvent, c'est, disons, l'image de la faucheuse, hein, ce squelette décharné sur un cheval de mort, et ça c'est antérieur, les années 1320, 1330, ou l'image de la danse macabre, et ça c'est très postérieur, les années 1420. Donc il n'y a même pas d'image. Moi c'est ça qui m'intéressait, c'est pourquoi un si grand événement a apparemment si peu d'effet, alors que nous attendons que les grandes causes produisent les grandes conséquences. Ça, c'est mon sujet, et ça, c'est ce que j'essaye de travailler. Ce que je n'attendais pas en le travaillant, c'est combien, au fond, ce questionnaire historien, qui est un questionnaire assez classique, était totalement bouleversé par justement ce dont je parlais, c'est-à-dire en fait la nouvelle science, et en tout cas, et notamment la microbiologie, et notamment la génétique, puisque c'est depuis assez récemment, hein, depuis 2017-2019, qu'on a séquencé le génome de l'ADN ancien, l'ADN fossile, de Yersinia pestis, de l'agent pathogène, du microbe, donc de cette maladie infectieuse, et qu'on reconstitue toute cette affaire. Et on la reconstitue aussi avec les sciences de l'environnement, on la reconstitue avec la climatologie. Donc on a une histoire globale de la peste qui est en train d'être totalement bouleversée. Et c'est absolument extraordinaire pour un académique comme moi, c'est-à-dire que moi je suis habitué, comme vous sans doute, Daisy, sur mes sujets, à avoir une évolution bibliographique raisonnable. On a un œil sur son ordinateur et on a un ou deux articles, allez, je vais être gentil, par mois sur notre sujet. Là, sur la peste, c'est une trentaine par semaine. Sur la peste noire. Sur la peste noire. Parce que, et certains d'ailleurs vont jusqu'aux journaux comme un journal scientifique, Nature, a fait un grand article au mois de juin, et puis ensuite tous les journaux du monde. Donc, quand je disais, est-ce que les grandes causes produisent des grandes conséquences, c'est effectivement essayer de comprendre comment un événement historique a eu peu d'effets, finalement, et puis aussi comment nos savoirs historiens peuvent résister à un bouleversement de la connaissance, disons, globale des sciences de l'environnement, des sciences médicales, des sciences de la nature, ce qui fait que la peste noire est devenue une sorte de laboratoire, pour moi, de l'interdisciplinarité. Voilà, en gros, le projet scientifique. Y a-t-il un après, soit de la peste, soit pour le Covid, par exemple? Parce que je repère pour moi-même bien avant le Covid, mais je ne réussis pas à dire après le Covid. Enfin, je ne me sens pas après. Et donc, s'agit-il en fait d'un événement dans ce sens? C'est toute la question. C'est toute la question. Pour Pétrarque, par exemple, prenons un exemple. Pour Pétrarque, qui a vu la peste très douloureusement, lui ôter des êtres chers, à commencer par son amoureuse, Laure, son fils, etc. Il dit 1348 est l'année de nos malheurs, c'est comme un millésime. Il parle, pour lui, il y a un avant et un après, et il compte même le temps depuis cette année zéro. Il dit, par exemple, lorsqu'on est en 1354, en l'an 6 de nos malheurs. Donc, il veut croire que le temps s'est plié et qu'il y a un avant et un après. Mais ce qu'on observe dans la littérature, alors, Pétrarque est, à bien des égards, personnage exceptionnel, déplacé dans son propre siècle. Pour lui, au fond, ce qui est important, c'est que la peste le fait renaître comme auteur. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'il recompose toute sa correspondance, en fait, qui fait de son épistolaire, des lettres qu'il recevait et écrivait, une correspondance, et il en fait une œuvre. Lui qui a déjà tant écrit,
il s'invente une nouvelle naissance d'écrivains en 1348. Et c'est très rare. La plupart de ceux, celles et ceux qui la subissent, cette peste, eh bien, la subissent au fond, d'abord dans l'ignorance totale de ce qui leur arrive, ce qui est, quand on imagine quelque chose de totalement différent du Covid, puisqu'on savait exactement ce qui nous arrivait. Voilà. Quand on repense à cette expérience-là, l'année 2020, le début de l'année 2020, arrive effectivement une maladie qu'on ignore. On dit qu'il va falloir du temps pour identifier le virus. Il est identifié en quelques semaines. Et à la fin de l'année 2020, alors qu'on nous avait dit qu'il va falloir du temps pour avoir un vaccin, il y a déjà, je crois, 120 millions de doses qui ont été injectées. C'est absolument, si on met en rapport avec l'épidémie, qui n'a rien à voir sur le plan médical, mais qui peut avoir à voir sur le plan politique, parce qu'elle a formé toute une génération de professionnels de la santé publique, je veux dire le sida. Souvenez-vous qu'il a fallu 20 ans pour séquencer le génome du rétrovirus et on n'est pas sorti. Donc, la peste est évidemment tout à fait différente. Il faut imaginer que des gens meurent de quelque chose que nous appelons la peste, que eux appelaient mortalitas, pestilentia, etc., mais qui les laisse totalement démunis. Voilà. Et moi, je me suis intéressé, alors là, on peut parler de Pétrarque, mais je me suis aussi intéressé à des expériences plus modestes. Une veuve marseillaise qui s'appelle Aleixeta Paola, qui voit mourir successivement son père, son mari, ses enfants, et qui décrit voilà, petitement, modestement, lors d'un acte notarié, comment elle est accablée de douleur, ou d'autres, plus tard, dans les années 1360, à un moment d'un procès de canonisation d'une sainte qui s'appelle Delphine de Sabran, qui guérissait les malades, donc y compris les malades de la peste, dans sa forme bubonique. La peste, c'est 2/3 de mortalité. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'un tiers en réchappe. Ça veut dire qu'il faut imaginer voilà, que beaucoup ce qui est fondamental du point de vue génétique, parce que ça veut dire qu'on est tous, en fait, par définition, les descendants de gens qui ont réchappé à la peste noire. Soit qu'ils ne l'ont pas attrapé, soit le plus probablement qu'ils l'ont eu et qui en ont été guéris. Ils n'étaient pas immunisés. Mais ils ont développé des anticorps qui sont dans notre patrimoine génétique. Voilà. Ce qui est très, très important. Aussi pour le Covid. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un Covid long? Ça, c'est une vraie question. Bon. Et donc, je termine par là. Ce qui est très remarquable, c'est d'essayer d'approcher l'expérience d'un malade et suivre ce procès de canonisation en 1367, c'est en Provence. C'est passionnant parce qu'on voit des femmes, en règle générale, qui disent que, voilà, elles savaient très bien ce qui leur arrivait, il y avait un bubon, elles avaient de la fièvre, elles savaient qu'elles pouvaient mourir, elles avaient de fortes chances de mourir. On leur demandait qu'est-ce que ça vous faisait. Aucune culpabilité, c'est pas comme dans les livres, ben, elles étaient tristes, elles auraient préféré ne pas mourir. Et puis, à un moment, et alors, vous n'êtes pas morte? Ben non. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Une grande joie. Est-ce que vous avez des séquelles? Non. Parce qu'évidemment, c'est la grande différence avec la lèpre, par exemple. La lèpre est assez peu mortelle, mais très mutilante. La peste est terriblement létale, mais n'offre pas de séquelles. Donc, ne parlons pas que de littérature, même si c'est nos sujets de prédilection, Daisy, mais parlons aussi, par exemple, de notre corps qui est vieux de toutes les maladies anciennes, qui porte en lui les peurs
de nos ancêtres et qui est en fait l'archive du vivant. Donc ça nous transforme. Et d'une certaine manière, si on veut parler des épidémies, c'est de ça dont il est question. Une épidémie, ça ne passe pas seulement, ça se propage, on va en parler, mais ça s'installe, ça devient endémique. J'aime bien cette idée de corps archive. Ouais. Il y a un poète, Guillaume de Machaut, qui écrit un poème en 1349, qui date lui-même du mois de novembre. Donc, il cherche à s'expliquer, à expliquer à son public quelle était cette maladie qui leur arrive. Et donc, il parle de la déchéance morale, des signes astrologiques, il parle de l'empoisonnement de l'air et de l'eau qu'il attribue aux Juifs pour expliquer ce qu'il appelle une maladie qu'on appelle épidémie. Oui. Donc, ce texte nous rappelle qu'au Moyen-Âge, nous avons affaire à un monde sans microbes, comme vous l'avez suggéré. Alors, comment peut-on s'imaginer la contagion? Merci de me parler de ce texte-là. C'est le jugement du roi de Navarre, c'est ça, de Guillaume de Machaut, qui est un texte magnifique et effrayant, assez beau aussi parce qu'il écrit ce que c'est que le matin où il entend un oiseau chanter et où quelqu'un tape à sa fenêtre et lui dit « ça y est, c'est fini, on peut sortir ». Bon, voilà. C'est très beau aussi parce qu'il rencontre une de ses lectrices qui lui explique qu'il a mal interprété sa propre œuvre. Enfin, il se fait engueuler par une lectrice. Et ça, c'est un moment à la fois très féministe et très postmoderne que j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est un texte terrifiant sur justement ce glissement entre effectivement l'épidémie et la mise à mort des Juifs. Pour ne pas avoir à choisir entre ces deux termes, antisémitisme et anti-judaïsme, disons la mise à mort des Juifs. Ce qui prouve que, et ça c'est la lecture de Susan Sontag, et on s'approche de la peste aux États-Unis, qui m'y a amené, dans son livre majeur, La maladie et ses métaphores, plus tard le sida et ses métaphores, que quand on tombe malade, et on avait fait l'expérience en tombant malade d'un cancer du sein, on est affecté par une maladie, mais aussi par toutes les métaphores qu'elle trimballe avec elle. Et en particulier pour le cancer, c'est particulièrement cruel et douloureux. Et on voit bien que la peste, elle est effectivement accompagnée, escortée, hantée de toutes ces métaphores mauvaises. On appelle les métaphores, ce que j'ai appelé les métaphores meurtrières, avec cet enchaînement entre effectivement la mort de masse de l'épidémie et la mise à mort des lépreux, de différentes minorités, mais quand même essentiellement des juifs, avec des pogroms terribles partout, partout. À Cologne, à Strasbourg, beaucoup dans le royaume d'Aragon, parfois même d'ailleurs antérieur à l'épidémie, tue des juifs alors qu'on n'a pas, que l'épidémie arrive, mais n'est pas encore là. Et si Susan Sontag a écrit ensuite le sida et ses métaphores, c'est parce que évidemment le sida a été immédiatement métaphorisé comme la peste gay. Donc, disons que le syntagme peste est disponible pour effectivement pour décrire toutes les formes de contagion et de volonté d'un corps politique de s'immuniser contre l'être humain. C'est la notion très médiévale d'immunité. Mais il faut penser ça dans un monde sans microbes. Voilà, pré-pasteurien. C'est-à-dire les hommes et les femmes du Moyen-Âge avaient bien remarqué que quand ils étaient comme nous ici, tous ensemble dans une pièce, ils avaient plus de chances d'attraper une maladie quelle qu'elle soit. Enfin, en tout cas, ce qu'on appelait les maladies générales. Parce qu'il y a des maladies générales et les maladies sporadiques ou individuelles. Les maladies individuelles, elles vont toucher par exemple Daisy et pas moi, et donc on va dire,
ils n'étaient pas dans la même pièce, ils n'ont pas mangé la même chose, donc en fait, ce sont nos régimes alimentaires. À l'inverse, les maladies générales, c'est l'air. Puisque qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous? L'air qu'on est en train de respirer tous ensemble. Donc, les médecins pensent que si on tombe tous malades, c'est parce que quelqu'un était empoisonné, qu'il a empoisonné l'air et que ensuite les autres. Mais ils ne le pensent pas comme une contamination au sens de contagion interhumaine. Il y a toujours une intermédiaire. Et je parle de métaphore. Pour nous, si je dis, par exemple, la peste gay, je fais une métaphore. Si je dis à Chicago, la violence est endémique dans les quartiers sud, je fais une métaphore. C'est-à-dire, je biologise le social. C'est-à-dire, je pars d'une réalité médicale et je la projette sur la société. Mais au Moyen-Âge, c'est l'inverse. Au Moyen-Âge, c'est l'inverse parce que ce qui est d'abord contagieux, c'est l'amour, c'est l'émotion, c'est la capacité de ce que Luc Boltanski a appelé la souffrance à distance, et que le Moyen-Âge appelle simplement la compassion. La compassion, c'est-à-dire que si vous êtes triste, c'est un moment triste. Donc, il y a quelque chose qui est contagieux dans votre... et qui passe souvent par l'œil. C'est pour ça que Michael Camille, grand historien de l'art de l'université de Chicago, le disait bien, les images sont dangereuses parce qu'elles sont contagieuses. Il suffit de les voir pour attraper le mauvais œil. Bon. Donc, c'est ça la contagion médiévale. Elle est d'abord émotionnelle, et c'est par métaphore qu'elle devient médicale, alors que pour nous, c'est l'inverse. Et donc, penser depuis le Moyen-Âge, ça nous permet de comprendre ça. Oui. Je voudrais rester avec l'émotion et la métaphore. Donc, Machaut, toujours dans ce poème, ce qu'il décrit, effectivement, c'est le premier confinement, n'est-ce pas? Parce qu'il passe le temps du mois de novembre, quand il date son poème, jusqu'au printemps, où il sort pour la première fois depuis des mois, seul, à l'intérieur, et il est mélancolique. Il décrit ses émotions de tristesse, de peur, d'angoisse, de solitude. Donc, d'une part, vous avez quelqu'un qui ne souffre pas de la maladie dans le sens qu'il n'est pas malade, mais qui souffre tout de même. Donc, est-ce contagieux? Et puis, j'ai mis le passage que vous avez cité de Susan Sontag, c'est encumbered by metaphor. Et j'aime beaucoup cette idée d'être encombré de métaphores. Puis, j'ai pensé aux autres métaphores très fréquentes du Moyen-Âge, qui sont les métaphores corporelles, que ce soit pour la police, pour l'université, pour l'Église, qu'il est très fréquent, en fait, de s'imaginer la communauté selon le modèle du corps. Oui. Et donc, est-ce que ce champ métaphorique préexistant prédispose, en fait, les Moyen-Âge de relier, en fait, les phénomènes sociopolitiques et le corps? Ah, je crois, oui, je crois, mais ce n'est pas à vous, parce que vous êtes la grande spécialiste de la métaphore corporelle de la société, mais ce sont des métaphores rectrices, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des manières de dire ou des façons de penser, ça conforme toute la société, puisque on ne va pas dire, bah oui, l'université est un corps, comme nous, on peut dire de temps en temps, dans des discours académiques, universitaires, etc. Non, elle l'est vraiment. Elle l'est sur le plan juridique, elle l'est, tout politiquement découle de cette métaphore organiciste de la communauté. Alors évidemment, quand la communauté est attaquée par un mal invisible dont elle doit s'immuniser, ça crée effectivement les conditions d'abord d'un dérèglement du langage. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pestis, fondamentalement? La pestis des anciens, c'est-à-dire rien à voir avec notre peste, avec la maladie infectieuse. Quand on dit la peste des Athéniens, par exemple, de Thucydide,
maladie, on ne sait pas ce que c'est, si c'est la variole, la fièvre jaune, bon voilà. Mais en tout cas, c'est une maladie qui déborde non seulement les capacités des hommes à la supporter, mais même à la dire, à la décrire. Donc, la peste, c'est le mal, au sens où le mal, c'est, au sens de Georges Bataille, ce qui échappe au langage. Voilà. Et c'est ce qui, pour Antonin Artaud, par exemple, rend aussi étonnamment voisin la peste et le théâtre. Parce que le théâtre est aussi une énergie puissante et vengeresse qui, au fond, s'étend, qui a une sorte de contagion des émotions qui est presque irrésistible. Et donc, oui, vous avez raison de remarquer ça. Et vous voyez que quand on part comme ça, sur la pente de la métaphore, on descend très vite, très loin, et dans des endroits qui sont potentiellement violents. Et c'est ça que dit Susan Sontag. C'est qu'au fond, il faut, à quelqu'un qui est malade, mais je pense que c'était le cas au Moyen-Âge. C'est nous qui pensons qu'ils étaient accablés de culpabilité, qui pensaient que c'était le fléau de Dieu, qu'ils allaient chercher le châtiment. En fait, quand on lit les quelques témoignages dont je parlais, ils pensent qu'ils n'ont pas eu de chance. Voilà. C'est très déflationniste comme expression, mais franchement, quand ça vous arrive, si vous êtes malade et que quelqu'un vous dit « c'est pas une malédiction, tu n'as rien fait de mal », c'est pas que tu as mal mangé ou que tu t'es mal comporté, c'est juste une maladie. Ce que dit Susan Sontag, une maladie, c'est juste une maladie. Et donc moi je me dis, comment être juste avec ça? Eh bien, comme elle le fait. Alors elle, vous savez, elle disait, on en fait toujours trop quand on écrit des livres, on va toujours trop loin dans l'interprétation. Elle était plutôt pour voilà, une sorte de réduction comme ça. Elle disait, moi j'écris pour enlever des mots. Moi, j'écris pour calmer les imaginaires. Alors que tant d'historiens écrivent pour jeter de l'huile sur le feu, pour enflammer les imaginaires. Voilà. Alors, c'est ça qui m'amène ici, vous voyez, c'est de me dire, mais le livre sur la peste noire, je voudrais qu'il soit juste avec cette maladie, un peu sobre. Il ne s'enflamme pas de toutes les métaphores de la peste. Mais en même temps, je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas, et il faut bien que je leur trouve une expression. Et donc, cette expression, elle est théâtrale. C'est pour ça que c'est le Théâtre national de Bretagne qui m'amène ici. C'est pour ça qu'en même temps que j'écris ce livre, j'écris, disons, un spectacle qui s'appelle Le Théâtre de la peste, et qui concerne cette capacité qu'a effectivement l'épidémie à produire la confusion des temps, où quand il y a le Covid, on pense à la peste, on pense au sida, on pense au choléra, on pense à la grippe espagnole, et voilà. Et donc, et pourquoi pas la peste aux États-Unis. Passons peut-être au mot de Freud, que vous avez cité également. Quand il arrive aux États-Unis en 1909, il aurait dit à Jung, ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Oui. Mais quelle était, à votre avis, cette peste ou ces pestes? Dans le projet que j'ai donc soumis à la Villa Albertine, je commençais par là. Évidemment, c'est l'arrivée d'un Européen en 1909 à Ellis Island, qui voit la skyline de New York et qui aurait dit, ils ne savent pas que je leur ramène la peste. C'est étrange pour un médecin, parce que ça reste quand même un médecin. Donc, normalement, son projet n'est pas d'empoisonner les gens, mais plutôt de les guérir. Je dis qui aurait dit, parce que c'est probablement apocryphe. Le seul à dire que Freud l'a dit, c'est Lacan, en 1955, donc c'est quand même très tardif, où il se rappelle qu'en fait, Jung lui aurait dit, bon, mais c'est pour dire, en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, c'est pas Freud qui a empoisonné l'Amérique, c'est la psychanalyse américaine qui est en train de nous empoisonner. C'est ça ce que dit Lacan. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette
dans cette scène, c'est deux choses. D'abord, c'est le dialogue, disons, Europe-États-Unis. À un moment, on va peut-être y revenir si on a le temps, oui, on a encore un petit peu de temps, à un moment où, effectivement, l'entrée dans New York avec cette Ellis Island qui distribue une sorte d'archipel de la relégation et de la sélection par maladie, la variole, le typhus, les différentes îles de New York sont en fait séparent les différentes maladies que peuvent amener les étrangers, Roosevelt Island, etc. Et puis l'autre chose, c'est effectivement le rapport à la psychanalyse, parce que on en parle depuis le début, quand je dis une métaphore meurtrière, évidemment, on ne peut pas ne pas penser aussi à d'autres métaphores. Pensez, on dit la peste brune, par exemple, pour parler du nazisme, et c'est lié plus profondément à ce qu'un psychanalyste, Wilhelm Reich, a appelé en 1937 la peste émotionnelle. Et il a décrit effectivement la manière dont une société cède, dont ses défenses cèdent, comme au sens immunitaire, comme au sens épidémiologique. Une société cède à un principe de mort, comme le nazisme, par ce qu'il appelle une peste émotionnelle, c'est-à-dire en fait une sorte de circulation d'affect qui devient proprement incontrôlable. Je voudrais poursuivre en fait la question de la proximité et de la distance ou la séparation qui est présente déjà dans la métaphore, mais également dans les îles que vous avez décrites auprès de New York, où vous mettez les gens malades de diverses maladies, où on enterrait les corps non formés. Mais on peut constater que vous avez également pris de la distance pour poursuivre ce projet, pour mieux mener à bout. Donc, je dirais distance aussi bien disciplinaire, avec le théâtre, par exemple, mais aussi géographique, avec ce séjour aux États-Unis. Donc, que permet en fait la distance, la mise à distance pour la pensée de ce projet? Oui, merci de cette question. C'est effectivement comme ça, peut-être que ça se distribue. La Villa Albertine m'a amené effectivement dans 3 villes où j'ai développé 3 dimensions différentes de ce projet, à Boston, à Chicago aujourd'hui, avec aussi, j'ai fait quelques allusions, ce rapport très singulier qu'a la ville et d'une certaine manière la pensée sociale de la ville au risque épidémique, puisque on dit que Chicago a subi sa première attaque de choléra en 1832, un an avant sa fondation, et que donc Chicago naît en épidémie d'une certaine manière, et il suffit effectivement de se promener dans le centre pour voir combien est obsessionnellement rappelé les exigences sanitaires qui ont relevé tel immeuble, qui ont détourné tel cours de l'eau, qui effectivement ont accompagné la croissance de la ville avec ce risque épidémique qui rôdait et qui ensuite se distribue justement par ces métaphores successives dans toutes les pathologies du social. Je parlais effectivement de la violence, telle que la sociologie urbaine de l'école de Chicago pouvait la décrire constamment sur le modèle épidémique, constamment. Elle était épidémique, elle flambait, elle était endémique, il y avait des poches de résistance, enfin bon, voilà, comme si effectivement l'horizontalité de Chicago en faisait une sorte de pensée d'une eau stagnante qui était toujours susceptible de pourrir ici ou là. Bon, c'est assez frappant. Et
Et le modèle spatial de New York est différent, parce que c'est celui, comme vous le dites fort bien, de la séparation et de la relégation, de la distance, avec effectivement ce système des îles. J'ai particulièrement travaillé lors de mes 2 derniers séjours sur une île tout à fait singulière, qui est Hart Island, qui est au nord Bronx, qui a été, depuis les années 1860, donc affectée à l'inhumation des corps non identifiés ou non réclamés. On estime qu'1 million d'individus ont été inhumés à Thaïlande depuis 1860. Ils l'ont été de manière presque, sinon clandestine, du moins peu visible, puisque c'était en fait le pénitencier de Rikers Island qui était chargé de cette besogne. Et l'île de Hart Island a repris du service. Elle est depuis 2018, je crois, elle a changé d'affectation, elle a le statut de parc national, mais elle a repris du service avec le Covid et où on a vu des images terrifiantes de tranchées où s'alignaient, on les voyait depuis le ciel, depuis des drones, des cercueils en bois blanc de victimes du Covid. Et nous avons travaillé avec Thomas Dodman, qui est à l'Université de Columbia, avec une artiste et militante et activiste qui s'appelle Melinda Hunt, qui a le Hart Island Project, qui consiste en fait à la fois à rendre des vies ou des identités à ces corps éloignés, et aussi à rêver de ce que serait, au fond, une sorte de lieu de mémoire collectif sans mémoire individuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu où 1 million de personnes sont enterrées, la plupart sans nom? Et voilà. Donc, oui, c'est une forme d'éloignement, vous avez raison. Et donc, ce que j'essaye quand je disais être juste avec la maladie, et c'est une manière peut-être de reboucler avec le début de notre conversation. Vous dites, ah ben, vous faites beaucoup de choses, vous avez une émission de radio, vous faites du théâtre, vous faites des livres, vous faites... Oui, oui, mais j'essaie de ne pas confondre ça. J'essaye, quand je décris un livre, d'y faire ce qu'un livre peut faire. Il ne peut pas tout faire. On n'est pas obligé, effectivement, de projeter tous ces affects dans un livre. Au théâtre, c'est autre chose. Le théâtre est le lieu du débordement. On peut faire beaucoup de choses aussi. Mais on ne peut pas non plus ni transmettre des savoirs aussi rigoureusement que dans un livre, etc. etc. Donc, c'est aussi cette distance par rapport à l'adresse, à la forme d'adresse. Peut-être quand même, cette question du Covid nous a quand même tous ébranlés, et avec une expérience absolument singulière, qui est de vivre tous et toutes en même temps notre propre solitude. Nous étions séparés ensemble. Et on ne peut pas dire qu'on ait la même expérience. Et pourtant, peut-être jamais plus dans l'histoire de l'humanité, on aura un événement aussi global, instantané et connecté, hyper connecté. Donc, c'est le moment effectivement de tout reprendre, de voir où on en est et de voir si toutes nos habitudes, en particulier dans l'université, comment elles tiennent. C'est vrai que là, j'ai le plaisir de revoir des visages amis que
voilà, que j'avais rencontré en 2019. Et puis, à un moment, on se dit, ouais, ça va, ça va. La question, comment ça va, est une question que les 3 ou 4 années que nous venons de vivre rendent moins anecdotiques. Je crois qu'il faut vraiment se poser la question, comment ça va? Et se demander, en particulier dans l'université, parce que c'est mon monde, comment ça tient? Et tout ne tient pas. On continue certaines choses, d'autres non. Voilà. Et c'est peut-être un petit peu ça qu'il y a derrière cette idée, c'est que effectivement multiplier les approches, se remettre à voyager, oui, mais sans doute pas pour faire la même chose que ce qu'on faisait, et certainement pas pour dire la même chose en Europe que ce qu'on va dire, par exemple, aux États-Unis. D'accord. Je pense qu'on va peut-être finir là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous offre donc la possibilité au public de poser des questions. Je suis sûre qu'il y aura les gens qui vont. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un instant pour les questions, il faut vraiment rentrer dans le microphone. Alors, j'en profite pour dire au revoir à notre traductrice, Carolina, qui était avec nous jusqu'à 4 heures. Oui, merci. Alors, on va continuer sans elle, en anglais et en français, tout le monde se comprend, je pense. Bonjour, monsieur Bouton, merci beaucoup pour cette conversation avec le professeur Désiré Delourou. Ma question porte sur un aspect de cette pandémie que vous avez évoqué, pas brièvement, mais un peu en passant, et je voulais revenir dessus, en relation avec un article de l'histoire mondiale de la France, écrit par Julien Loiseau, 1347, la peste arrive en France. Donc, Julien Loiseau conclut son article sur, évidemment, la question du bouc émissaire, puisque les Juifs sont accusés, au même titre que les lépreux ou d'autres catégories de malades, d'avoir contaminé des puits. Et bien sûr, quand on pense à ça, à la question anti-judaïsme / antisémitisme, on ne peut que penser aux États-Unis à la montée du racisme anti-sino-américain, de la communauté asiatique qui a été frappée très, très durement. Je pense que c'est utile de rappeler dans ces circonstances que Trump, durant une conférence de presse, a parlé du Chinese virus et qu'à ma connaissance, c'est un des seuls dirigeants dans l'espace mondial qui, avec Jair Bolsonaro, me semble-t-il, est un des seuls à avoir nommé comme ça, désigné spécifiquement la communauté asiatique et dit vraiment utiliser ce syntagme terrifiant de Chinese virus. À ma connaissance, Emmanuel Macron en France ne l'a pas utilisé. Et donc ma question est la suivante. Dans quelle mesure peut-on établir un parallèle entre la situation d'anti-judaïsme, antisémitisme en France dans ces années 1340 et celle de la haine raciale contre la communauté asiatique aux États-Unis? Est-ce que c'est utile de la référence à est-ce que c'est la même chose dont il s'agit finalement, une situation de bouc émissaire? Ou est-ce que, dans quelle mesure la référence au contexte médiéval est utile heuristiquement pour le parallèle est utile ou bien en fait pas du tout? S'agit-il d'autre chose? Alors, c'est une question difficile, c'est une question passionnante, parce qu'on voit très bien, si je me limite à la peste, et d'ailleurs à la peste aux États-Unis, puisque bon, on peut aussi se poser la question de savoir quelle est la situation de la peste, enfin la peste Yersinia pestis aux États-Unis. Elle est un peu endémique, notamment voilà, à cause des chiens de prairie, des écureuils. Bon, voilà, il y a toujours quelques morts de la peste. Contrairement à ce que faisait semblant de croire Freud, elle n'est pas arrivée par New York, elle est arrivée par San Francisco en 1920. Et en 1920, il y a c'est la peste à San Francisco, il y a 200 morts et on brûle Chinatown. On brûle Chinatown. Parce qu'à ce moment-là,
il y a ce qu'on appelle l'orientalisme épidémiologique, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas d'hier qu'on pense que toutes les épidémies viennent de Chine. Et d'ailleurs, l'histoire que je vous racontais, Yersinia pestis, identifié par un pasteurien, Alexandre Yersin, à Hong Kong, on est bien à un moment où, de toute façon, toutes les puissances occidentales projettent le plus loin possible, confinent à l'Est, en Orient, ce qu'elles prennent pour un virus chinois. Ce n'est pas un virus, mais eux auraient pu dire, ils le disaient, ils ont le microbe chinois. Bon. En 1920, le Chinatown de San Francisco brûle. Voilà. 1922, c'est ce qu'on appelle la peste des chiffonniers à Paris, une des dernières pestes, et qui est liée aussi à une flambée d'antisémitisme. Donc, on pourrait effectivement se dire, il y a des constantes, c'est un archaïsme, il y a même une théorie pour ça, pour dire la constance de cet archaïsme, c'est la théorie dite du bouc émissaire. Bon. Mais il me semble que ce réflexe, disons, d'anthropologie historique risque d'être anesthésiant. C'est-à-dire fait baisser, au fond, la pression sur la responsabilité, et en particulier la responsabilité politique. Sur cette question, par exemple, du rapport entre épidémie et violence, mon idée, c'est qu'il ne faut pas considérer ça comme normal, inévitable, fatal. Il faut le maintenir comme une énigme et comme un scandale. Sur la ségrégation, sur la haine de l'autre et sur les réflexes de discrimination, peut-être faut-il pas les considérer comme des réflexes, c'est-à-dire en fait le retour inévitable de quelque chose qui existe déjà, mais comme une décision politique moderne et qu'on doit défendre, contre laquelle on doit se défendre, qu'on doit donc critiquer en tant que moderne. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, merci pour cette conversation très, très intéressante et qui amène à réfléchir sur plein de sujets. J'avais peut-être une question dans le prolongement de la question précédente sur la question de l'inégalité face à la peste et face à ce genre d'événements. Parce qu'on l'a bien vu, par exemple, cette pandémie du Covid, nous ne l'avons pas vécue de la même manière et j'ai été très frappé par ce que vous avez dit sur cette image d'être séparés mais ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur ces inégalités, sur ces distances, sur peut-être cette notion de séparation? J'aimerais peut-être vous entendre un peu plus là-dessus. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, peut-être plus personnelle par rapport à votre travail, par rapport à l'écriture. Je me suis interrogé quand vous avez parlé du besoin de séparer, encore une fois, l'écriture d'une pièce de théâtre, l'écriture d'un spectacle, de l'écriture de l'histoire. Comment on fait finalement pour séparer, et est-ce qu'il n'y a pas des intersections, des croisements qui sont intéressants aussi à explorer? Et est-ce qu'on lit, qu'est-ce que quelqu'un comme vous lit pendant l'écriture, pendant le processus d'écriture? Est-ce qu'on se permet des lectures un peu extérieures qui viennent peut-être enrichir ce qu'on écrit ou pas du tout? Merci beaucoup. Merci pour votre question. À la première, effectivement, j'essaierai de ne pas être trop long de répondre brièvement, parce que évidemment, ça dépasse un peu mes compétences. Il est évident que l'inégalité, comme le dit Didier Fassin, l'inégalité des vies, elle est de toute façon exacerbée en temps d'épidémie. La peste noire avait ceci de totalement singulier pour les femmes et les hommes du Moyen-Âge,
qu'elle était très peu sélective. Elle touchait autant les hommes que les femmes, touchait autant les vieux que les jeunes, elle touchait les bien portants comme les malades, et elle touchait aussi quand même pas mal les riches. Enfin, en tout cas, elle ne les épargnait pas totalement. Ce qui était d'où le thème de la danse macabre. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas des épidémies contemporaines. Pas du tout. Et aujourd'hui, évidemment, ça a été, ça a aiguisé, me semble-t-il, notre capacité à voir les inégalités de conditions, de race, etc. Ce qui est, bon, voilà. En tout cas, je pense qu'aux États-Unis, c'est moins net. Enfin, vous étiez plus habitué à ça. En France, ça a quand même été un choc, un vrai choc. Et c'est d'ailleurs de penser qu'on vivait effectivement séparés. Bon. Cette question effectivement du rapport entre l'épidémie et l'inégalité, c'est vraiment une question qui est très importante parce que vous parliez de Thomas Piketty, dans son équipe ou dans son sillage, des économistes essayent de réfléchir, parce que c'est un grand économiste des inégalités, sur les rapports effectivement entre épidémie et inégalité à longue durée. Quant à votre question plus personnelle, je n'en fais pas système qu'il faille effectivement se séparer du passé et protéger son travail de tout ce qui... voilà, en règle générale, c'est la position que j'ai pour l'instant, comme je suis dans l'écriture, assiégé par plein de choses, parce que oui, je lis plein de choses, j'écoute plein de choses, je me promène, voilà, et tout ça vient assiéger le travail. J'ai plutôt l'idée pour l'instant, si vous voulez, que, enfin en tout cas en France, ici aussi, hein, d'une certaine manière, dans ce que je lis, des travaux académiques, en histoire, mais en France beaucoup, il est devenu, et j'y ai contribué d'une certaine manière aussi par mon rôle public ou par mes écrits, c'est devenu assez presque une évidence que la place d'un historien est dans son livre d'histoire et qu'il doit s'y dire, s'y raconter. Oui, il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Ou il ne doit pas le faire à chaque fois. Moi, j'ai plutôt envie de ne pas le faire cette fois-ci, alors que je l'ai beaucoup fait. Mais j'écris. Et je sais que Hervé Guibert disait l'écriture, c'est ce qui vous amène à aller exactement à l'endroit où vous ne vouliez pas aller. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de départ. Je ne doute pas qu'elle va être bousculée de bien des manières. Mais voilà, encore une fois, c'est ce que cette expérience épidémique a un peu changé pour moi. C'est-à-dire cette volonté qui peut paraître un peu frileuse de, évidemment pas cantonner ou confiner, mais de protéger un peu, d'être un peu plus prévenant. Prévenant. Donc au sens de la prévention et du tact, de la délicatesse, quand on parle de millions de morts. Parce que c'est ça dont on parle. Pour la peste, comme pour le Covid, de millions de morts. Et là encore, quand vous discutez avec des médecins, je l'ai fait ici, je l'ai fait aussi à New York pour ce travail. Enfin, ils décrivent, par exemple, aujourd'hui, ils distinguent les 3 premières semaines de l'épidémie, février, où là, on est dans un moment vraiment dramatique dans les hôpitaux. On l'a totalement oublié. On l'a totalement oublié. Mais dans l'hôpital de New York où travaille donc ce médecin, il a dit que
le premier groupe de gens qui arrivent à l'hôpital et qui sont malades du Covid, 80% vont mourir. Donc là, ça y est, c'est devenu une sorte d'idée reçue de dire oui, mais le Covid, ça se compare évidemment pas aux épidémies du passé. Parlons pas de la peste. 80%. C'est beaucoup. Ça ne dure pas. Mais il y a eu cette expérience-là. Moi, je travaille sur l'Italie, vous savez, bon, et sur l'Italie du Nord. Le Covid à Bergame, une fois qu'il est passé, c'est un paysage de mort. Voilà. Et il y a aussi, ponctuellement, voilà, ailleurs dans le monde, New York, c'est le monde de New York, ailleurs et on ne le sait pas, en Inde, des lieux où localement ça s'est passé comme ça. Oui, Wolfgang. Ok, ça va probablement être notre dernière question. Alors, bonsoir et merci beaucoup de cette présentation. Je vais un peu regarder le problème par l'autre côté de la lorgnette. Que penser des épidémies qui ont été volontairement je pense au mot anglais, spread. Je parle franglais maintenant, ça fait pas longtemps que je suis partie, c'est dommage. Je pense particulièrement aux indigènes auxquels on a distribué des couvertures de variole. La variole a été une épidémie affreuse aux États-Unis qui a touché une population très étendue. Maintenant, que se passe-t-il au niveau des épidémies qui sont des outils politiques de domination? Oui, alors là, dans le cas de ce qu'on appelle l'unification microbienne du monde, hein, c'est-à-dire avec effectivement voilà, les Européens au Nouveau Monde, la variole, on le sait, a produit des désastres humains. Elle n'était pas, c'était pas un plan prémédité. C'est-à-dire que les conquistadors n'avaient pas décidé, en fait, d'empoisonner les Amérindiens avec une maladie. Mais, pardon? L'armée américaine a distribué des couvertures de variole pour se débarrasser des indigènes. Ah, vous parlez de cette, vous parlez de ce moment-là. Oui, pardon, j'avais pas compris. Oui, alors en général, il est évident que là encore, soit du point de vue, je dirais, métaphorique, puisque par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, et ça pose aussi la question de la responsabilité politique et pénale, l'épidémie en cours, comme il y a quelques années, l'épidémie des opiacés. Et donc là, on a à peu près tous les ingrédients, si je ne me trompe, de ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement une maladie qui se propage du fait sinon d'une décision politique, du moins d'un accompagnement politique. Ce que vous dites est très juste et c'est assez obsessionnel en fait dans la littérature politique, notamment par exemple en Union soviétique, avec l'idée qu'il y a toujours eu une possibilité d'utilisation des épidémies. Bon, voilà. Mais vous voyez comment j'en parle de manière embarrassée, parce que
effectivement, en même temps, on sait bien que ce thème, il est quand même majoritairement utilisé, le thème dit complotiste, il est quand même majoritairement utilisé, alors pour le coup, depuis le Moyen-Âge, pour effectivement de mauvaises raisons. Le problème, effectivement, c'est qu'on aurait plus de mal, comment dire, ça serait plus simple de lutter contre le complotisme s'il n'y avait pas de temps à autre quelques complots. Mais il suffit de lire Philippe Roth pour comprendre que, effectivement, ce n'est pas que de l'histoire contrefactuelle. Parce que dans mon histoire, la peste aux États-Unis, il y a aussi une dimension, la peste en Amérique, il y a aussi une dimension contrefactuelle. Et qu'est-ce qui serait la what if history? Et qu'est-ce qui serait passé si des maladies, d'autres plus intensément, plus précocement, auraient frappé le continent américain? C'est un monde littéraire que celui des romans de science-fiction qui décrivent des mondes possibles si la peste noire avait atteint l'Amérique précolombienne, si elle avait si elle avait épargné la Chine, etc. Et donc, il y en a, on avait fait la liste, une vingtaine qui donne toutes les, je veux dire, la gamme des possibles. Voilà. Mais en tout cas, vous avez raison de dire qu'il y a là une lecture qui est éminemment politique, pas forcément complotiste, mais éminemment politique, des épidémies et de soi que, et notre discussion et d'une manière générale les moments qu'on a vécus n'ont pas contredit cette impression. Bon, sur ce, je vais annoncer la fin du programme, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la conversation. Naturellement, entre les formes de réconfort, un verre de vin, un peu de fromage, vous pouvez continuer de parler, de poser vos questions, d'échanger sur un sujet qui a été vraiment fascinant. Alors, on remercie du fond du cœur Daisy, Patrick, nos partenaires à Marianne Midwest, France Chicago Center, via Albertine, ainsi que vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour ceux qui ont écouté en anglais, on attendra donc votre retour et on remercie Carolina, l'interprète qui est quelque part dans le monde, je ne sais pas où, qui a dépassé là pour continuer de traduire les questions. Et surtout, on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et on continue cette belle journée de l'autre côté. Ça va? Oui. Merci.